Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Hebdo Politique saison 2. Nous sommes cette semaine au Parlement européen de Strasbourg en compagnie d'une emblématique eurodéputée socialiste, Pervenche Berès. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Pervenche Berès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine le 10 mars 1957. Vous avez donc 57 ans, mère de 2 enfants. Vous avez étudié au sein de l'école alsacienne à Paris et vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes membre du Parti socialiste depuis 1982 et membre du Conseil national du PS depuis 1993. Un an plus tard, vous obtenez votre premier mandat européen. Depuis, vous ne l'avez plus quitté. En mai dernier, vous êtes devenu eurodéputé pour la 5e fois. Vous étiez alors la tête de liste du Parti socialiste en Île-de-France et vous avez obtenu 14,26% des suffrages derrière l'UMP et le Front National. Alors, à force des années, à force de ces mandats européens, l'arène politique nationale ne vous tente pas? Écoutez, je crois que la scène européenne a encore besoin de moi et qu'un des enjeux, c'est peut-être justement de se servir de cette scène-là, cette fois-ci, pour faire la passerelle avec la scène nationale, parce qu'on voit bien que sur la scène nationale française, mais comme malheureusement je crois aussi dans beaucoup d'autres États membres, on a besoin que des gens comme moi portent le témoignage, l'engagement européen. Au Parlement européen, vous avez occupé plusieurs postes dans des commissions différentes. Vous avez été notamment présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales lors de la précédente mandature. Avec vous, nous allons parler de l'actualité européenne et d'économie. L'Hebdo Politique, le Money Time. On ne déroge pas à la tradition, on débute avec le Money Time. Alors le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. J'insiste sur le côté rapide des réponses. Le but, apprendre à mieux vous connaître et savoir si vous suivez l'actualité. Est-ce que vous êtes prête? Oui. La France a-t-elle bien fait de s'engager dans la lutte contre l'État islamique, selon vous? Oui. Selon un récent sondage IFOP, la liberté, la solidarité, l'égalité et la laïcité sont les mots préférés des personnes de gauche. Quel est votre mot préféré à vous là-dedans? Solidarité. Quand dans un sondage, plus de 8 Français sur 10 disent ne pas souhaiter que François Hollande soit candidat à la prochaine élection présidentielle, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez faire plus d'un mot pour répondre. Peut-être. Ça dit qu'on est dans un moment difficile où la question de la réussite de la politique engagée est en interrogation et que les Français aspirent à ce qu'il y ait des résultats dans leur vie quotidienne et que pour l'instant ils ont l'impression que ces résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs qu'ils ont pu porter lorsqu'ils ont élu François Hollande à la tête de l'État. Dans quel pays d'Europe la cravate a-t-elle été inventée, le savez-vous? Aucune idée, mais si je dois donner ma langue au chat, je la donnerai au Royaume-Uni, mais peut-être que c'est pas Eh bien vrai. non, étonnant, la Croatie. En Île-de-France, en l'espace de 5 ans, plus de 10 000 emplois ont été perdus dans l'industrie automobile. Taxes, pollution, entretien, carburant de plus en plus cher. La voiture a-t-elle encore un avenir? Écoutez, la mobilité est quelque chose qui fait partie, peut-être pas des droits de l'homme et de la femme, mais qui est un acquis important. En tout cas, la place de la voiture dans la ville et dans un nouveau modèle de développement économique ne peut pas être exactement à l'identique de ce qu'elle était autrefois. Donc il faut repenser la place de la voiture. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, si vous avez le temps d'aller au cinéma? Non, je suis allée voir Sils Maria, j'ai pas trouvé ça génial, je suis allée pour les images. Si je vous dis Thomas Thévenoud, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit, comme ça? Incroyable. Alors je rappelle, Thomas Thévenoud a fait un passage éclair au gouvernement en qualité de secrétaire d'État au commerce extérieur jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il avait omis de payer ses impôts et ses loyers pendant plusieurs années. Faut-il renforcer les contrôles des demandeurs d'emploi comme le veut François Rebsamen, le ministre du Travail? Il faut leur trouver de l'emploi. Laurent Ruquier à la place de Philippe Bouvard pour animer les grosses têtes sur RTL, c'est du renouvellement, du jeunisme, une transition logique, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle? J'y connais rien. Vous ne connaissez pas? Ça ne m'intéresse pas. Un secteur qui ne connaît pas la crise maintenant, c'est celui de l'armement. L'Arabie Saoudite, Singapour et le Maroc sont parmi nos plus gros acheteurs. Faut-il mêler politique et business? Écoutez, on vient de suspendre la livraison de Mistral à la Russie, donc manifestement, il y a une interférence entre les deux. De combien de députés le Parlement européen est-il composé? 736, 737.
751 précisément. Le chiffre a changé avec la nouvelle Vous mandature. avez raison. L'hebdo politique sur Sensation. Pervenche Berès, nous allons maintenant parler de l'actualité européenne et elle est assez fournie. Et elle commence avec la récente nomination des nouveaux commissaires européens par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, l'institution du continent, je le rappelle, qui représente et défend les intérêts de l'Union dans son ensemble. Certaines de ces nominations ont fait grincer des dents, et les vôtres notamment, à propos de Jonathan Hill, le Britannique qui s'est vu confier la régulation des services financiers. Dans le journal Le Monde, on a pu voir que vous étiez abasourdi, c'est ce qui était inscrit. Pourquoi ? Écoutez, d'abord, permettez-moi quand même de corriger quelque Allez-y. chose auprès de vos Auditeurs. auditeurs. C'est que le président Juncker a proposé Oui. les responsabilités à un certain nombre de commissaires qui ont été désignés par les États membres. Mais il reste encore 2 étapes très importantes à franchir pour cette commission. D'abord, chaque commissaire va être entendu Par les parlementaires. par les parlementaires dans le cadre des commissions compétentes en fonction de leur portefeuille. Donc Jonathan Hill, qui va s'occuper des marchés financiers, sera entendu par la Commission économique et monétaire où je siège. Et puis ensuite, le Parlement européen se prononcera sur l'ensemble du collège dans un vote en plénière. Donc l'affaire n'est pas encore terminée. On est dans un compte à rebours pour que normalement tout soit prêt pour le 1er novembre. Ça arrive souvent, ça, des commissaires qui sont pressentis, qui sont présentés et qui sont recalés, on va dire ? Heureusement, on ne fait pas ça pour tout le monde, hein, mais c'est un moment très tendu, hein, c'est un moment de vrai exercice démocratique et les commissaires s'y préparent. Tout est avec, épluché. Tout est épluché. Je ne sais pas si on regarde s'ils ont payé leurs impôts, j'imagine qu'on le fait, mais on regarde s'ils n'ont pas de conflit d'intérêts, on regarde leurs engagements. Et c'est une audition qui dure pendant 3 heures où ils sont mitraillés de questions sans avoir d'adjoint à côté d'eux pour leur donner des petits papiers, pour leur souffler les réponses. Donc il y a un vrai exercice démocratique. Et Jonathan Hill, devant la Commission économique et monétaire, va être interpellé sur son passé de lobbyiste, hein, et sur le fait fondamentalement qu'il représente... il est, une fois qu'il sera commissaire, si nous l'acceptons, bien sûr, il deviendra indépendant de son pays d'origine. Mais enfin, vous savez bien, on ne se débarrasse pas totalement de son passé, de son expérience. N'est-ce pas judicieux justement de nommer quelqu'un qui connaît, on va dire, le milieu, qui connaît la finance et la City ? C'est le pari que manifestement Jean-Claude Juncker veut faire. C'est pas ce que vous pensez, vous ? Moi, je dis que c'est une partie risquée, hein. D'autant plus que j'ai cru comprendre que Jonathan Hill considère que son prédécesseur, qui était le commissaire français Michel Barnier, a beaucoup légiféré, puisqu'il y a eu 56 textes qui ont été mis sur la table, et que donc justement, peut-être qu'il faut arrêter de légiférer, s'intéresser à comment est-ce que ces législations sont mises en œuvre, et calmer un petit peu le jeu. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui encore des choses très importantes pour s'assurer que les marchés financiers retournent dans leur boîte et cessent leurs pratiques spéculatives qui ont quand même conduit à la crise. Et puis, avec Jonathan Hill, il y a un problème qui est pour moi le plus critique, qui est le fait qu'il appartient à un pays qui n'est pas membre de la zone euro. Or, avec la crise, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que l'articulation du fonctionnement des marchés financiers et son impact sur le fonctionnement de la zone euro, c'était une question majeure. Voilà, donc c'est à tout ça que nous allons, c'est à propos de tout ça que nous allons interpeller Jonathan Hill, et puis ensuite nous verrons quel jugement nous faisons. Autre possible nomination qui fait débat, c'est celle de l'Espagnol. Alors là, excusez-moi pour l'accent, Miguel Arias Cañete au poste de commissaire à l'énergie et au climat. Alors conservateur, il a été actionnaire de compagnies pétrolières. Il a autorisé notamment le principe de la fracturation hydraulique, jugée écologiquement dangereuse. Cette nomination vous gêne-t-elle également ? Oui, alors il y a 2 débats différents. Il y a le débat sur le périmètre du portefeuille tel que Jean-Claude Juncker l'a proposé, puisque Jean-Claude Juncker a proposé qu'une même personne s'occupe à la fois des questions de climat et d'énergie. Je sais que certains de mes collègues pensent que la question du climat, du coup, sera sous l'emprise de la force des lobbies de l'énergie, dont M. Cañete peut être considéré comme un des porte-parole. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir les deux dans le même, sous la responsabilité de la même personne, parce que sinon, le climat, on en parle beaucoup, mais il faut bien avoir cette obsession en tête pour, lorsque l'on parle de politique énergétique, aussi pouvoir orienter la politique énergétique plus en faveur d'une stratégie conforme aux objectifs en termes de climat.
sur la personne de Miguel Cañete, il y a une question et manifestement pour l'instant tout n'a pas été clarifié. Alors j'ai compris qu'il avait vendu son portefeuille actions dans le domaine des compagnies pétrolières, c'est bien le moins, hein. Enfin, vous avez salué sur votre blog la nomination de Pierre Moscovici aux affaires économiques et financières. N'est-ce pas Et à la fiscalité. Et à la fiscalité. N'est-ce pas finalement une drôle de nomination, sachant que la France ne tiendra pas ses objectifs en matière de déficit? N'est-ce pas paradoxal? Moi, ce que je vois, c'est que le président de la République française, depuis qu'il a été élu, s'est engagé dans une stratégie dont il ne dévie pas, qui est la question du sérieux budgétaire. Et personne ne peut dire qu'il n'y a pas des efforts qui ont été faits par la France, hein. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire autrement, qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Mais ce que je constate, c'est qu'on ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir fait l'effort. Et ce que dit Michel Sapin, par exemple, c'est qu'avec une croissance qui est totalement atone, pas uniquement en France, partout en Europe, y compris en Allemagne, avec une inflation qui n'existe plus, avec presque un risque de déflation, c'est-à-dire de perte de valeur, hein, de demander à la France de garder les mêmes objectifs, c'est peut-être un peu compliqué. On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur Juncker, avec cette équipe, veut, selon ses propres termes, hein, mettre fin à tout ce qui va mal en Europe. Vous pensez que ces nominations vont dans ce sens-là? D'abord, il faut voir qu'est-ce que la Commission va faire. Ce que je constate, c'est que nous, socialistes, ce que nous avons exigé de M. Juncker pour que le groupe socialiste puisse soutenir la proposition de sa nomination comme président de la Commission européenne, c'est un engagement de sa part en faveur d'un plan d'investissement de 300 milliards. Ça, il l'a accepté, mais pour l'instant, nous n'avons rien vu sur ce que sera la réalité de ces 300 milliards. Et il ne suffit pas de faire du blabla, hein, à Vous propos. attendez des signes? On veut des engagements concrets. Il ne suffit pas de nous avoir dit ça pour avoir nos suffrages, hein. Il faut maintenant qu'on sache où est-ce que cet argent va aller, d'où il va venir, comment il va être dépensé, selon quel calendrier. L'autre grand sujet d'actualité, c'est l'Ukraine. Le Parlement européen et le Parlement ukrainien viennent de ratifier un accord historique entre l'Ukraine et l'Europe. Pourtant, il y a quelques jours, la Commission européenne a décidé de repousser la date d'entrée en vigueur de l'un de ses volets de cet accord, c'est celui de libre-échange. Certains en Ukraine ont vivement critiqué ce choix, un vice-ministre a démissionné. D'autres, comme l'Allemagne, ont salué en indiquant que cela pouvait apaiser les tensions avec la Russie. Alors ce revirement, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, d'après vous, avec votre expérience, votre recul? Oui, je crois que l'enjeu de cet accord d'association avec l'Ukraine doit être évalué dans un cadre plus global, hein. Et on voit bien avec cette affaire qu'à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, dans le format qui est le sien aujourd'hui, heureusement, avec les 28 pays membres de l'Union, on a sous-évalué la question stratégique de nos relations avec la Russie. Et je crois que si au moment où l'Europe s'était élargie à 28 États membres, on avait posé la question stratégique de nos relations avec la Russie, même si ce n'était pas facile, parce qu'évidemment, quand on vient d'un pays balte ou de Pologne, on n'a pas la même vision des relations avec la Russie que quand on est français ou allemand. Mais un des enjeux de l'Union européenne, c'est aussi justement pas uniquement de pouvoir faire des accords commerciaux ou des accords d'association, mais d'avoir une relation, un rapport de force clair sur la base de ce que nous sommes comme Union européenne vis-à-vis de la Russie. Et dans ce cas-là, la question des relations avec l'Ukraine se passerait beaucoup plus facilement. Justement, vous parliez de la Russie. Soutenez-vous la position européenne qui a voté un nouveau train de sanctions alors qu'un cessez-le-feu a été mis en place en Ukraine? Écoutez, on connaît la réalité de la situation sur le terrain et je pense que M. Poutine comprend bien le rapport de force. D'ailleurs, quel est le rôle du Parlement européen quand il s'agit de sanctionner un État? Est-ce que vous avez un rôle? Est-ce que vous donnez votre avis en tant que parlementaire? Vous voyez bien que sur ces affaires-là, ce sont des mesures qui sont prises, qui doivent être prises de manière très rapide. Mais la Commission des affaires étrangères interpelle à la fois la Commission et le Conseil sur les modalités, sur les conditions dans lesquelles ces sanctions sont mises en œuvre. Et dans la résolution que nous votons cette semaine de session ici à Strasbourg, comme vous le savez, ces sanctions sont longuement évoquées et évaluées par le Parlement européen. Soutenez-vous la décision de François Hollande de ne pas livrer pour le moment, en tout cas, les navires de guerre vendus à la Russie? Je crois que c'était une mesure très sage. Et je m'étonne d'ailleurs que, alors que l'enjeu de nos relations avec la Russie est un point critique, d'avoir entendu des voix à droite s'étonner de cette mesure. Pensez-vous qu'il peut aller jusqu'au bout et ne pas livrer les navires? Ce n'est pas la question d'actualité.
L'un des autres sujets d'actualité en Europe, c'est le désir d'indépendance de plus en plus important au sein même d'États emblématiques européens, l'Écosse pour la Grande-Bretagne, la Catalogne en Espagne. Cela vous inquiète-t-il ? Moi, je ne pense pas que l'Union pourra se renforcer sur la base du démembrement des États. Je pense que la question écossaise telle qu'elle se pose aujourd'hui est aussi en creux une critique très très forte de la politique menée par M. Cameron et le fait que cette politique n'a pas apporté des résultats en termes économiques et sociaux aussi importants qu'il le prétendait pour l'Écosse. L'Europe peut-elle à long terme exploser en 1000 morceaux, se balkaniser comme on dit ? Je ne le souhaite pas. Mais peut-elle ? Est-ce que ça peut arriver selon vous ? Tout est toujours possible. Hein. Vous savez, moi je suis d'une génération où on pensait que l'Union soviétique était une donnée de fait et puis l'Union soviétique n'existe plus. Donc dans l'aventure humaine, tout est toujours possible. Hein. Peut-on imaginer l'Union européenne sans la Grande-Bretagne ? Alors je le rappelle, David Cameron a promis que s'il est réélu, il y aura un référendum sur la question en 2017. Écoutez, c'est un débat dans notre pays. Je sais que beaucoup s'imaginent que si on boutait les Anglais hors d'Europe, tout irait mieux. Je crois que c'est une vision un petit peu simpliste. On l'a vu en évoquant la situation des marchés financiers. Hein. Et je crois que c'est une façon un tout petit peu commode parfois pour les Français d'évacuer la question de nos relations, par exemple avec l'Allemagne. L'Allemagne est un partenaire majeur. Et dès qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les Allemands, je constate qu'on va chercher les Britanniques pour arranger nos petites affaires. Ce qu'on appelle organiser la triangulation. Hein. Moi, ce que je propose, c'est plutôt qu'on s'attelle à avoir une vraie relation franche et mature avec les Allemands. Et à ce moment-là, la question britannique se posera beaucoup moins. Mais je ne souhaite pas le départ des Britanniques parce que je ne crois pas que c'est ça qui résoudra tous les problèmes qui sont devant nous. Il est l'heure maintenant de faire une pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de Pervenche Berès, eurodéputé PS. Nous parlerons économie. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Pervenche Berès, eurodéputé PS d'Île-de-France. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et monétaires ici au Parlement européen. Et on vous sait plutôt critique par rapport aux orientations économiques du vieux continent. Vous avez plusieurs fois critiqué notamment la règle des 3% de déficit public, c'est-à-dire du déficit de l'État et de la sécurité sociale. Est-ce que vous appelez finalement à plus de souplesse avec cette règle ? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que la crise dans laquelle nous vivons n'est pas née en Europe, que partout on voit la croissance revenir et que l'Europe est le continent qui apparaît comme dans une espèce de longueur qui fait que nous sommes menacés, y compris de déflation. C'est donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les politiques d'austérité qui ont été menées ici ou là n'ont pas apporté leurs fruits, que les règles dont nous nous sommes dotés n'ont pas permis d'obtenir les résultats qu'elles auraient dû. Des règles dotées, notamment poussées par la France et l'Allemagne ? À l'époque. Notamment les 3% de déficit. Oui, ça a été un compromis à un moment donné. Bon, mais peut-être qu'il est temps de changer ces règles, ou en tout cas de réfléchir à la façon dont ces règles doivent être appliquées. Le déficit public de la France va probablement atteindre 4,4% du PIB en fin d'année. Programmé pour l'an prochain, l'objectif des 3% est repoussé finalement à 2017. N'est-ce pas néfaste pour la crédibilité de la France sur la scène européenne et plus largement ? Écoutez, bon, ici, quand on est au Parlement européen, on sait combien ces chiffres sont difficiles à porter et combien est-ce que, du coup, la France est vue comme dans une situation difficile. Mais moi, je n'oublie pas ce qui s'est passé le 25 mai de cette année à l'occasion des élections au Parlement européen. Vous parlez de la poussée de l'extrême droite ? Bien sûr, hein. Dont on avait vu, on peut dire que ce résultat est une réplique de ce qui s'était passé au municipal, puisqu'on a déjà une forte poussée du Front National au moment des municipales, mais on peut constater un enjeu par rapport à la question européenne. Et je crois que par rapport à ça, il faut que nous, qui sommes convaincus des enjeux et de l'importance de l'appartenance à l'Union européenne, nous regardions la façon dont nous contribuons, dont nous parlons d'Europe, mais aussi que l'Europe comprenne ce qui se passe en France et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous répondez quoi à ceux qui disent que finalement, si la France n'arrive pas à tenir ses objectifs, c'est parce qu'elle ne fait pas assez d'austérité ? Je leur dis qu'ils font fausse route.
Souhaitez-vous que Pierre Moscovici demande, le futur commissaire, probable futur commissaire en charge des affaires économiques et financières, aide la France à obtenir un nouveau délai pour remplir ses objectifs ? Je crois qu'il faut qu'il soit dans une stratégie raisonnable. Il sera là pour appliquer les règles européennes, il sera indépendant du gouvernement français. En même temps, je pense qu'il n'est pas là pour mettre la France sous pression et rendre sa tâche impossible. Il est là pour qu'il y ait une passerelle et qu'il fasse que dans un intérêt mutuel, donc dans une stratégie peut-être gagnant-gagnant, et la France et l'Union européenne s'en sortent. On a pu aborder le sujet un peu tout à l'heure. Vous êtes pour une relance de la croissance par l'investissement. Vous appelez d'ailleurs M. Juncker... Pas n'importe quelle croissance, attention. Moi, je ne suis pas pour une croissance uniquement, une reprise de l'investissement qui permette aux entreprises du CAC 40 d'aller investir en Chine. Je suis pour une croissance, en tout cas pour une reprise de l'investissement au service d'une transition écologique créatrice d'emplois. Justement, s'il y avait des mesures rapides à mettre en place en Europe, qui sont faciles à mettre en place, est-ce qu'il y en a et lesquelles ? Rien n'est facile dans la situation où nous sommes. Mais je crois que la stratégie d'investissement qu'on mettra en œuvre, elle est absolument stratégique. Il y a des tas d'espaces dans l'Union européenne, par exemple, il y a suffisamment d'infrastructures routières, et où l'enjeu n'est pas d'aller vers ces infrastructures routières, mais où, par exemple, un soutien à l'économie numérique est une priorité. Il y a des possibilités de développement des énergies renouvelables qui sont aussi très importantes, mais aussi, quand on parle d'investissement, parfois, je crois, on oublie trop qu'il peut y avoir de l'investissement dans l'humain, dans la formation, dans l'éducation. Et ça me semble aussi très important. Le dernier Eurobaromètre publié par la Commission européenne tous les 3 mois indique que seulement 35% des Européens ont une image positive de l'Union européenne. Ce chiffre était de 50% en 2006. Un si mauvais chiffre, est-ce mérité ou est-ce injuste ? Ça s'explique, je crois, par la nature des politiques qui ont été mises en œuvre depuis la crise sous l'autorité de la Commission Barroso. Et vous savez, moi je suis très frappée lorsque l'on regarde le discours qu'a prononcé le président de la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi, au mois d'août aux États-Unis. C'est une critique en creux des années Barroso absolument incroyable. Lorsqu'il dit qu'en Europe, on ne s'est pas assez interrogé sur la question d'une stratégie budgétaire pour l'ensemble de la zone euro. Selon le même sondage, 60% des Français estiment que le pire reste à venir en termes d'emploi. C'est la pire moyenne des 28 États membres. Partagez-vous l'avis des Français ? Ils sont trop pessimistes. Je prends ce sondage pour un élément de plus pour conforter notre demande d'une réorientation européenne au service de la création d'emplois. Pierre Moscovici a déclaré que si la nouvelle commission n'arrivait pas à créer une dynamique, à créer de la croissance et de l'emploi, dans 5 ans, ça sera la fin du projet européen. C'est ses propres mots. Exagère-t-il ? Vous voyez que je viens de vous dire exactement la même chose. Et nous partageons, je crois, cette idée que le 25 mai, peut-être si on ne corrige pas la trajectoire, l'amorce d'un drame. Pour revenir en France, pour créer 1 million d'emplois, le MEDEF a récemment proposé des mesures. Alors parmi celles-ci, supprimer 2 jours fériés, assouplir les règles sur la durée légale du travail ou sur le salaire minimum. Ces mesures vont-elles dans le bon sens ? Moi, j'ai entendu le MEDEF s'engager sur la création d'1 million d'emplois. Je pense que c'est là-dessus qu'on jugera leur capacité à contribuer à un redressement du pays. On vous sait favorable à la mise en place d'un salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne ? Bien sûr. Concrètement, comment ça marche ? Écoutez, il ne s'agit pas de mettre en place un salaire unique. Partout. Mais pendant très longtemps, on a dit qu'il fallait que dans chaque pays, on calcule ce qu'on appelle le salaire médian. Et qu'il fallait faire un salaire minimum qui représente 60% du salaire médian. Le problème, c'est que les salaires dans certains pays, par exemple en Grèce ou en Portugal, ont tellement baissé que je pense qu'il faut davantage réfléchir par rapport au seuil de pauvreté. Et donc, en fonction du seuil de pauvreté dans chaque État membre, définir un salaire minimum. On va parler du chômage des jeunes, un sujet qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, plus de 50% des jeunes espagnols et grecs sont au chômage. Est-ce qu'on peut parler clairement d'une génération perdue ? J'espère que non. J'espère qu'on va mettre en place une réorientation européenne qui justement permette de répondre à ce besoin de futur, à ce besoin d'avenir d'une génération entière. L'Union européenne dispose notamment d'une arme, la garantie jeunesse, qui n'est pas forcément très connue. Qu'est-ce que c'est la garantie jeunesse ? La garantie jeunesse, c'est l'obligation de s'occuper des jeunes et d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. C'est l'idée que lorsqu'un jeune se retrouve plus de 4 mois sans emploi, sans formation, sans éducation, sans apprentissage, eh bien on lui
propose de se retrouver dans une de ces situations. C'est un appel à la volonté publique, hein, c'est une obligation de mobilisation de l'État, des agences publiques de l'emploi, des entreprises pour offrir des postes d'apprentissage, pour répondre à cette demande. Et vous savez, je crois que c'est vraiment l'intérêt du continent. Lorsque l'on regarde les défis qui se présentent pour l'Union européenne, la question de l'innovation est une question majeure. Et d'où va venir l'innovation ? Des jeunes au travail. Ce n'est pas les gens de ma génération qui vont être les principaux vecteurs de l'innovation. C'est vous et ceux qui vous suivent. Il faut les mettre au travail. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de l'hebdo politique. Merci Pervenche Berès d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous. Merci à Younger également à la réalisation. On se retrouve dimanche prochain 18h sur Radio Sensation. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique sur Sensation.